RCF. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une guerre, finalement, vous savez. Mais nos parents savaient. Ça mitraillait tous les jours, ça bombardait, alors. Je me rappelle surtout des avions, le bruit des avions. Et ça, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles. Le 6 juin, à 5 heures du matin, on est réveillé par un grondement sourd. Notre père nous a dit, c'est le débarquement. Nous sommes libérés. Nous sommes plus sur le joug des Allemands. Dans ce podcast RCF Les Enfants du Jour J, nous donnons la parole aux derniers témoins normands. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, ils racontent leur enfance ou adolescence marquée par la guerre. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Claude Blériot. Le 6 juin 1944, il avait 15 ans et vivait à Coutances. Son père était le proviseur du lycée de la ville. Il se souvient de leur quotidien chamboulé pendant l'occupation, des bombardements violents en juin 1944, mais aussi de la forte entraide et amitié qui régnait entre les protagonistes de cette époque-là. Les Enfants du Jour J, un podcast réalisé par Bénédicte Buisson pour RCF en Normandie. On se réveille un jour au lycée de Coutances. Mon père avait un bel appartement. Puis le matin, les Allemands qui commencent à arriver. Des militaires allemands, on occupe dehors. On a été virés, pas brutalement, mais dehors. Et ma mère a pris quelques linges, mais les meubles sont restés là. On les a jamais revus, puisque le lycée a brûlé en 44. Virés comme ça. La mairie s'est dit, il faut bien qu'on les loge, ces gens. Alors les profs, ça a été éparpillé. Il y avait un prof qui habitait près de l'église Saint-Pierre, qui s'est retrouvé dans la même maison que l'archiprêtre de Saint-Pierre, qui était un ancien de la guerre de 14, qui était un homme charmant. C'était un homme d'un courage invraisemblable. Et puis mon père a été chargé avec les profs de trouver, grâce à la mairie, il y a une maison là, le sous-sol est libre, on pouvait mettre une classe. Là, il y a un appartement qui n'est pas occupé. Les personnes veulent bien vous laisser 2 classes. Il y en a un peu partout. Ce que devait faire exactement le collège Guérard. Tout le monde s'entraînait entre les deux. Est-ce que vous avez besoin d'un prof? Il y avait une entente pendant la guerre, ça c'est important. Ah oui. Il restait au lycée 2-3 pièces où il y avait le petit lycée. Et on était là, et il y avait des Allemands qui faisaient manœuvre autour, enfin. Mais ça se passait sans problème, les gosses. Mais on écoutait tout ce qui se passait. Les enfants, on pouvait se promener, si vous voulez, partout. Et je raconte ça quelquefois, nous avons été les premiers avec le fils du concierge, les premiers saboteurs. Il y avait un régiment de cavalerie qui était arrivé. Et il y avait du blé, il y avait de l'avoine, il y avait de l'orge pour les bestioles. Et les gosses ont passé. On avait mis des trous dans les sacs et dans nos casquettes et on donnait ça aux gens qui avaient des poules. Saboteurs. Les enfants auxquels personne ne faisait attention étaient aux premières loges pour observer les allées et venues de l'occupant allemand. Alors, vous voyez tout. Là, ce sont des parachutistes. Là, ce sont des artilleurs. Là, ce sont de l'infanterie. Et de plus en plus, au fil des ans, on s'est aperçu que les troupes étaient de 2 ans moins en bon état. Parce que quand ils revenaient de Russie, ils venaient se retaper là, mais dans un triste état. Et un jour, il y a un truc qui est assez curieux. Est arrivée une troupe. Ça devait être de la réserve, si vous voulez. Il y avait un colonel que on voyait partout. Un type gigantesque, les cheveux roux, monocle,
encore un sabre les Allemands n'en avaient jamais. Donc c'est un type qui avait fait la guerre de 14. Et c'était un prince allemand qui s'appelait prince Eschingen. Eschingen, c'est la branche des Hohenzollern catholiques. Et à la cathédrale, à la messe, les gens ont vu arriver 3 officiers catholiques qui allaient à la messe. Tandis que les autres, c'était des luthériens, calvinistes, les Allemands. Il y avait pas, ou alors athées complètement. Mais il n'y avait pas de catholiques. Prince Eschingen, il est arrivé en début 43. Puis après, ils sont repartis, je sais pas où. Mais en fin 43, les troupes du coin, manifestement, les Américains, comme ils passaient sans arrêt en avion au-dessus, les Allemands ont dû se dire, attention, il faut... Alors, sur la place de la cathédrale, il y avait un groupe d'Allemands, au moins 500-600. C'est une manœuvre gigantesque, garde à vous, qu'est-ce qui se passe? Les civils n'avaient pas le droit de se promener là. Les enfants, je vois arriver une voiture gigantesque, une voiture noire, une Mercedes, et dedans, un chauffeur raide comme un bâton, et derrière, un officier, je ne sais pas un officier, un maréchal. Est-ce que c'était Rundstedt? Je ne sais pas. Parce que quand il passait, il y avait un groupe d'Allemands qui était il a levé son bâton de maréchal. Donc, il faisait la tournée, si vous voulez. C'est pas Rommel, c'est pas non. Mais c'est un Rundstedt ou un autre. Il a vu un maréchal. Et il a dû faire un discours. Vous voyez la mairie, il y a un escalier. Et là, il y avait l'endroit des micros, c'était là où il a dû leur expliquer qu'il fallait tenir le coup, je sais pas. La curiosité, les enfants. Les adultes faisaient comme ça, mais les enfants, non. On n'y pensait pas. On savait qu'il fallait mieux les éviter, c'est tout. Où j'ai compris que les adultes commençaient à faire très attention de ce qu'ils disaient. Parce que vous voyez là, début 43, dans Coutances, il n'y avait plus de voitures. On avait arrivé de temps en temps des civils, mines patibulaires, en traction. C'était la Gestapo qui s'installait dans le coin. Des civils, mais des civils en traction. Même le médecin, il n'avait pas de voiture. Et c'est pour ça qu'un jour, au lycée, je vois que les profs parlaient entre eux. Et qu'est-ce qui se passe? Puis je demande après mon père, j'ai dit Monsieur Messac, professeur de français, vient de se faire arrêter par la Gestapo. Il devait être résistant, si vous voulez. On ne l'a jamais revu, le père. Messac, prof de littérature. Et il a disparu. Et puis il y avait un assureur qui s'appelait Brûlé, qui était de la même équipe, qu'on ne les a jamais revus. La Gestapo, c'est à partir de 1943. Malgré l'occupation, la vie continue, ponctuée de quelques divertissements. Dans la Manche, tout le monde se débrouille. Il y avait de l'entraide. Nous avions un jardin et on avait une amie qui venait nous expliquer parce que mon père ne connaissait rien au jardin. Et il a dit, voilà, vous pouvez me mettre des pommes de terre, et puis les campagnards venaient, il y avait toujours le marché. Alors, il y avait déjà des légumes moches, et puis en dessous, quand c'était un Français qui venait acheter, j'ai un poulet, si vous voulez, il y a des œufs, on s'est débrouillé. On n'a pas eu de problème de nourriture. Pas de problème. Il y avait qu'un problème, c'était pour les hommes, le tabac. Et de moins en moins de tabac. Sans doute que les Allemands les réquisitionnaient partout. Alors là, il y avait un problème, c'est que quand on avait fini le mégot, il les mettait de côté, puis avec ce qui est resté, il mettait ça dans sa pipe. Le tabac, pour les hommes. Les femmes, c'était
Non pas les vêtements, mais pour faire ressembler une paire de chaussures. Il n'y avait plus de cuir. Les Allemands réquisitionnaient tout ce qui était cuir. Les bottes pour tout. Ah oui, ça. Plus de voitures, bien sûr, puisqu'ils avaient réquisitionné toutes les voitures. Et à un moment donné, fin 43, début 44, tous les vélos, il fallait faire attention. Ils allaient à la mairie, il nous faut 20 vélos. Par contre, le sport, il n'y a aucun problème. On allait voir après les matchs de foot, parce que quand il fallait crier pour le lycée de Coutances contre le collège de Avranches, Saint-Éloi, Coutances les avait battus 4-0. Alors Saint-Éloi criait, je sais pas quoi, Saint-Éloi n'est pas mort, Saint-Éloi n'est pas mort. Et alors, ce qui paraît que, en montant tous les gosses de Saint-Éloi qui braillaient, Saint-Éloi n'est pas mort, il y a les Allemands qui se sont demandé qu'est-ce que c'est que cette chant. Puis on leur a expliqué, c'est une équipe qui vient de ramasser une raclée. Ah bon? Par contre, quand on était en train de jouer au foot, et si les Allemands voulaient s'installer, ils nous viraient. Ah oui. Mais le foot, c'était encore permis. La guerre s'invite jusque dans les homélies durant la messe dominicale. Pas mot couvert, mais on parlait des gens qui étaient dans la détresse, qui souffraient. On laissait entendre qu'il y avait des gens qui disparaissaient, arrêtés, vous savez. Oui, l'Église s'est bien comportée pendant la guerre. Quoi qu'en disent certains. Je pense qu'il y a eu un renouveau de foi. Ça, nettement. Je vois, ma mère, le soir, on priait. Là, les enfants, t'as pas oublié ta prière. Et puis, on le faisait pas comme une punition. On disait, c'est nécessaire, il se passe quelque chose. Ah oui. Et puis, entre les non-croyants et les catholiques de Hamon, il y avait comme ça. Il n'y avait pas de... Il y avait l'archiprêtre de Saint-Pierre était ami avec un homme qui manifestement était franc-maçon. Parce que franc-maçon, si il se faisait prendre, c'est pareil, il perdait son travail, il perdait... Hein. Et puis, il n'y avait pas... les riches, les pauvres, pendant la guerre, ça ne comptait pas, à mon avis. Les gens très aisés, ils aidaient en leurs moyens, le pauvre... Non, il y avait une bonne ambiance pour ça. L'heure du 6 juin 1944 a sonné. À des kilomètres des plages du débarquement, Coutances est la cible de bombardement. J'étais dans le jardin et c'était 5h30, 6h. Au loin, des petites taches noires des avions qui arrivaient. Je sais pas, j'ai eu l'impression, j'ai dit, il va se passer. Ma mère me dit, qu'est-ce qu'il fait? Et on a vu tomber des petits points, et le bombardement a commencé, qui a duré 2 heures. Hein. Dans la cave, à chaque fois pour une bombe, il y en a une qui est tombée à peut-être 20 mètres de la maison. C'est le manque d'air. Pendant une seconde, vous avez l'impression que vous pouvez plus respirer. C'est un souffle violent. Les adultes, oui, ils savaient qu'on allait mourir. Les enfants, c'est pas pareil. Hein. J'étais pas fier, sans doute, mais c'est différent. On se rend beaucoup moins compte. On en est sorti de la maison. Il y avait la moitié du toit fichu le camp. Et on est sorti vers 8 heures à peu près de la cave. Et puis, on s'est sauvé vers la campagne. Et là, on trouve toujours des gens. À côté du mal, il y a toujours quelque chose de bien. J'ai croisé, on voyait dans
début d'un chant, il y avait un Allemand, un homme de... Oh, ça devait être un réserviste, il devait au moins 50 ans. Et il disait, vous, pas rester là, allez plus loin dans les creux. Parce qu'il dit autrement, il avait dit dans les tranchées, il a dû dire dangereux quand c'est plat. D'ici, vous avez dans le trou, vous êtes protégé des éclats. Il expliquait aux gens, il est resté peut-être 1 heure à aider les gens qui fuyaient. On trouve des gens comme ça. Allez. Il aurait pu dire, débrouillez-vous, je fais le... Non, allez. Puis on est resté toute la nuit, et là, ça bombardait un peu sur Coutances. Il y avait eu quand même 363 morts, rappelez-vous. Après, bon, on a passé la nuit dans un chemin creux, et les fesses dans l'herbe, et on s'est dirigé vers le Saint-Nicolas de Coutances. Tu sais. On a marché encore 7-8 kilomètres, et à Monthuchon, la mairie, les gens du coin, ils ont dit, il y a une maison qui est abandonnée depuis longtemps, mais il y a un toit. On s'est mis là. Il n'y avait pas de meubles, mais on dormait sur le plancher. Et pendant tout ce temps-là, on évitait trop de sortir parce que les avions sans arrêt. Hein, mais des gens, tout le monde s'aidait. Quand il y avait quelqu'un, on se rejoignait, on discutait, mais on évitait d'être groupés. Parce que quand ils passaient les avions sans arrêt, ils auraient pu tirer dessus. À partir de 6, c'était surtout des mitraillages sur tout ce qui est véhicule allemand qui pouvait se passer. Et je me souviens d'une fois aussi, mais c'était quelques jours après, on avait été avec mon père chercher en pleine campagne, il y avait un type qui avait des poules, et on est traversé un champ, et un avion américain a fait demi-tour, ils ont aperçu quelqu'un qui bougeait, c'était mon père et moi. Et il a eu l'idée de dire, on ne se cache pas, on se fait voir, et avec son mouchoir, on était là. Et le type, il est reparti comme ça, et il a vu que c'était des civils. Mais il mitraillait tout, sans arrêt. C'est pour ça que les Allemands n'ont pas tenu le coup longtemps. Et la reconstruction, ça a pris du temps. Au moins 2 ans avant de tout déblayer, tout propre. Il y avait la défense publique, il y avait les pompiers. Il y avait les séminaristes qui sont décarcassés à chercher les morts partout. Ça va. Alors là, chapeau, hein. Ils allaient creuser partout. Je me souviens que tout le monde était admiratif. Parce qu'ils sont restés pendant tout le temps, ils n'ont pas quitté Coutances. Puisque le 5 juin, il y avait déjà des morts. Ils ont fait le travail pendant 1 mois, si vous voulez. Et les jeunes, il y avait des jeunes du lycée aussi qui avaient une 17-18 ans, qui allaient partout pour se renseigner. Est-ce qu'un tel, vous l'avez revu? Enfin, il y avait beaucoup d'entrées. Il restait quelques gendarmes qui évitaient les pillages. Parce qu'il y en aurait eu. Ils ont arrêté 1 ou 2 types qui pensaient, ils se sont dit, il y avait des voyous. Mais ça s'est passé honnêtement, si vous voulez, courageusement. Ah oui. Alors mon père, il est revenu à la maison qui était détruite, et puis, c'est une histoire idiote. Il dit, mais on avait un jambon, on l'avait mis dans la cuisine, dans un coin. Alors, il prend son jambon, il le met sur... Il se retourne, il le met dans l'escalier, il va faire un tour, quand il est revenu, quelqu'un a piqué son jambon. J'étais pas content.
Hormis la cathédrale, la mairie ou encore l'église Saint-Pierre, la ville de Coutances est détruite à plus de 60% après les bombardements de juin 1944. Le 28 juillet, Coutances est enfin libérée, mais les habitants continueront de vivre et de travailler dans des bâtiments provisoires. Le lycée de Coutances, lui aussi, a été détruit. Les Allemands qui partaient, ils ont mis le feu. Eh oui, c'est pas le bombardement Le bombardement, on l'avait pas arrangé, mais ils l'ont brûlé en partant. Ils ont répandu de l'essence partout, puis c'est pour ça que le lycée a pas pu rentrer dans le truc, puisqu'il avait brûlé. Alors, il était à Coutainville. Il y a une très grande maison qui s'appelle Petite Beauce. Là, il y avait des élèves. Le manoir d'Agon, il y avait des élèves. Le Grand Hôtel, il y avait des élèves. Tout ça, ils se débrouillaient. Mais on disait, ouf, c'est fini. C'est une libération de l'esprit aussi. Ouf, pour nous, la guerre est finie. Mais elle n'était pas finie, puisqu'elle continuait en Alsace, partout. Après la guerre, Jean-Claude reprend sa scolarité normalement, fort de cette expérience marquante. Ça me donnait un certain courage. On a survécu à toutes ces misères, il s'agit d'y aller maintenant. Si vous voulez, je ne pense pas que ça m'a donné plus de courage, mais plus de sérénité, de dire, l'avenir, on ne sait pas ce que c'est, il faut admettre que là-haut on nous envoie. Je philosophe peut-être un peu là, mais c'est un peu ça. Et puis on peut toujours surmonter le mal si on fait quelquefois un petit bien. Ensemble, ça apporte quelque chose. Les enfants du jour J, un podcast RCF qui donne à entendre les derniers témoins du débarquement. Une série réalisée par Bénédicte Buisson et Alice Létondo. À retrouver sur rcf.fr et les plateformes d'écoute.